Ok, donc on va y aller. Moi, je vous remercie tous d'être présents à ce webinaire. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent. Je fais régulièrement des webinaires sur la forme et sur la présentation des messages pour l'emailing, ainsi que sur les statistiques et leur interprétation. Aujourd'hui, on va parler principalement du fond, c'est-à-dire de l'idée, du contenu. Donc les points abordés pourront vous paraître assez simples pour certains. Il y en a où c'est juste une question de bon sens. Et c'est juste voilà, pour vous montrer que l'écriture n'est souvent pas vraiment innée. Et on va essayer d'aborder pas mal de pistes pour trouver de l'inspiration et pour essayer de vendre de mieux en mieux grâce à l'email marketing. Donc, ce webinaire est présenté par Aristide Martin, qui est formateur et coach professionnel et qui s'occupe de toutes les formations autour du contenu chez Ediware. Donc Ediware qui est routeur emailing, on édite une plateforme de routage email marketing qui permet de concevoir, de mettre en place et de router ces campagnes emailing. Donc dans ce webinaire, on abordera des astuces et des exercices que lui propose dans ses formations pour aider les sociétés à écrire sur leurs produits. Donc normalement, en suivant ces conseils et en vous exerçant, vous pourrez les appliquer à votre domaine d'activité quel qu'il soit. Donc, je vais lui laisser la parole. Je reprendrai ensuite pour clôturer cette conférence avec quelques conseils complémentaires autour de la présentation. Voilà, juste vous donner les pistes de base pour ne pas faire d'erreur autour de la présentation si vous avez bien travaillé sur le contenu. Donc je lui laisse la parole. Donc bonjour à tous. Donc on va commencer tout de suite. Hop. Voilà. Donc dans la table des matières, je vais vous présenter les différents outils qui vont vous permettre de mettre en place des contenus toujours plus originaux, plus créatifs et surtout d'éviter les problématiques de pages blanches par exemple. Donc c'est surtout sur une thématique de créer en fait un processus continu d'amélioration autour de votre écriture. Donc comment trouver toujours plus d'idées, comment vous améliorer au fur et à mesure que vous écrivez. Donc tout d'abord, je vais présenter les 4 outils que je vais vous présenter. Donc ils sont vraiment très synthétisés. D'habitude, ça peut faire une formation d'une demi-journée à une journée. Donc là, j'ai essayé de faire des choses très pragmatiques pour que vous puissiez les mettre dès aujourd'hui en place dans votre commerce. Donc il y a la définition de contexte, ensuite la préparation des sources d'inspiration, le fait de muscler sa créativité. On va voir que la créativité est un muscle en fait, c'est pas quelque chose qui est inné. Ensuite, l'outil qui est la prise de recul, et ensuite, Loïc vous présentera quelques astuces de présentation de vos emails. Donc, je voulais... Ah, d'accord, excusez-moi, j'essaie de parler un peu plus fort et de me rapprocher. Est-ce que ça va mieux maintenant? Bon, on va essayer comme ça, vous allez me dire parfait, super. Donc, je voudrais commencer par une citation de Brian Tracy, qui est un auteur qui est très intéressant, qui nous aide à la réalisation d'objectifs, la réussite, etc. Et donc il nous dit que les personnes ayant des objectifs clairs et écrits accomplissent beaucoup plus dans une période de temps plus courte que les personnes n'ayant pas d'objectifs écrits ne pourraient jamais l'imaginer. Donc, ce qu'il faut retenir dans la définition de contexte, c'est que certes vous devez écrire, mais vous devez vraiment définir précisément quels sont vos objectifs d'écriture. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez écrire, quels sont les buts que vous voulez atteindre. Donc pour ça, le premier principe, c'est définissez les valeurs de votre entreprise. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Est-ce que vous êtes dans le B2B? Est-ce que vous êtes dans le B2C? Est-ce que vous êtes plutôt axé sur la qualité? Tout à l'heure, il y avait une personne qui parlait d'envoyer moins cher. Donc là, c'est le fait de comparer des prix, donc le fait de payer le moins cher possible. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous êtes dans le luxe? Est-ce que vous êtes une entreprise familiale? Est-ce que vous êtes quelque chose dans l'innovation? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous travailliez, qui va vous permettre de travailler votre contenu et de donner une marque de fabrique à vos emails. Donc l'exercice que je vous propose pour travailler là-dessus, c'est les 5 pourquoi. Pourquoi je veux vendre? Pourquoi? Vous le répétez 5 fois. Et généralement, les dernières réponses que vous allez donner aux 5 pourquoi, ce sont justement des valeurs clés de votre entreprise. Donc, vous pouvez demander à vos collègues, à la famille, voir quelles sont vos valeurs. Donc ça va vraiment déterminer votre contenu. Ça va vous donner votre marque de fabrique.
Ensuite, lorsque vous allez faire le deuxième principe pour la définition de contexte, c'est lorsque vous allez lancer une campagne, il faut absolument que vous vous dites quel est l'objectif de cette campagne. Est-ce que c'est de la fidélisation? Est-ce que c'est de la prospection? Est-ce que vous voulez développer par exemple la recommandation? Est-ce que vous voulez avoir plus de personnes sur vos réseaux sociaux? Donc ces éléments que vous voulez obtenir dans votre formation, dans votre email, va déterminer la structure. Est-ce que vous allez peut-être mettre des call to action, des formulaires, des liens vidéo? Ça va vous permettre de voir quel type de contenu vous allez pouvoir mettre et quel ton vous allez y donner aussi. Ensuite, voilà. La chose la plus importante, c'est de définir vos critères de réussite et de définir précisément votre objectif. C'est comme quand on tire à l'arc, on se définit une cible. On se dit, le centre est ici et c'est ça que je veux obtenir. Donc là, vous allez utiliser l'indicateur l'exercice que je propose, c'est d'utiliser l'indicateur d'objectif SMART, donc qui est l'acronyme pour spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Donc qu'est-ce que c'est spécifique? Je veux vendre plus. Concrètement, ça revient à quoi? C'est je veux avoir un taux de conversion plus élevé. C'est déjà un peu plus spécifique. Ensuite, que ça soit mesurable. Concrètement, combien de prospects, par exemple, vous voulez transformer combien de prospects en clients? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 1000? Donc, il faut que ça soit vraiment mesurable. Ensuite, il faut que ça soit acceptable, c'est-à-dire que vous ayez les moyens et les ressources de pouvoir réaliser cet objectif. Par exemple, si vous voulez transformer 1000 prospects en clients, mais que vous avez une base de données de prospects que de 100 personnes, c'est tout simplement impossible, par exemple. Ensuite, il faut que ça soit réaliste. Vous ne pouvez pas vous définir un objectif qui n'est pas réaliste. C'est-à-dire que vous avez 1000 clients, par exemple, dans une base de données et que vous voulez revendre à 999 clients, vous savez que vous n'allez pas avoir même 99%, c'est impossible. Donc, il faut que ça soit réaliste. Vous pouvez demander à IDware, ils ont des chiffres pour les taux de clics, les taux d'ouverture, où vous allez pouvoir être sûr que votre objectif est réalisable. Ensuite, il faut que ce soit temporellement défini. C'est-à-dire qu'il va falloir donner une date à laquelle vous allez pouvoir mesurer et évaluer cet objectif. Est-ce que c'est une semaine après l'envoi? Est-ce que c'est 2 jours? Voilà, donc c'est très important. Donc tous ces outils-là vont vous permettre de vous diriger vers une cible. C'est toujours très important, d'où la citation de Brian Tracy, de vous dire « j'ai une cible, vers quoi je vais ». Vous allez voir que pour le contenu, une fois que vous savez ce que vous voulez écrire, ce que vous voulez atteindre, votre contenu va être plus direct, va être plus fluide, plus percutant. Donc c'est toujours très important pour chaque campagne et pour même l'ensemble de vos campagnes de faire tous ces éléments d'objectif. Ensuite, par rapport au contenu, donc on va travailler, les deux outils sont en corrélation, donc d'une part préparer les sources d'inspiration et d'autre part muscler sa créativité. L'un va avec l'autre. Donc là, on travaille sur préparer les sources d'inspiration. Vous allez vous rendre compte avec l'habitude que l'écriture il est plus facile de fusionner 2 idées pour en créer une nouvelle que de partir d'aucune idée et de partir à froid comme ça pour trouver un nouveau concept. Donc pour vous aider à avoir des idées à fusionner, il faut que vous ayez des sources d'inspiration qui vont vous aider à vous nourrir, à stimuler votre créativité. Donc l'un des premiers principes que vous pouvez mettre en place est le fait de lister vos thèmes de vos newsletters. Vous avez par exemple une lettre mensuelle, où vous avez 12 thèmes à traiter durant l'année. Quels sont concrètement les thèmes que vous allez aborder ou pas cette année? Est-ce que c'est une offre promotionnelle? Est-ce que c'est à Noël, vous allez parler de Noël? Est-ce que c'est les grandes vacances? Quels sont les thèmes que vous allez aborder? Donc il faut planifier, si vous avez une lettre mensuelle par exemple, vous devez avoir 12 sujets à traiter. Si vous n'avez pas vos 12 sujets, il faut que vous recherchiez justement quels sont les sujets que vous pourriez aborder. Ensuite, une fois que vous avez vos thèmes, il faut chercher des sources d'inspiration qui sont externes, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur la thématique, vous pouvez utiliser très bien la thématique, comme Noël par exemple, mais vous pouvez en chercher à côté en fait. C'est-à-dire que vous allez prendre, que ce soit du virtuel ou du concret, ça peut être des magazines, des revues de presse, des vidéos, des films, des séries télévisées. Peu importe la source d'inspiration, il faut qu'il y ait des éléments qui stimulent votre créativité. Pour ça, je vous propose 2 exercices. C'est tout d'abord de vous faire un book, qu'il soit virtuel ou non, donc s'il est
concret, c'est des magazines que vous pouvez découper, des photos que vous pouvez faire un photomontage en collant des images, etc. Ou virtuel, en ayant des liens ou un fichier texte où vous collez plein de choses, des images. Et donc, ça sera une source d'inspiration, des choses qui vous stimulent, qui vous intéressent, que vous trouvez percutantes, intéressantes. Ensuite, le deuxième exercice, et là il est vraiment très important, c'est de toujours planifier dans vos tâches quotidiennes un moment où vous allez visiter ces sources d'inspiration. La créativité a besoin d'être stimulée continuellement pour qu'elle soit de plus en plus productive en fait. Donc si vous faites un book une bonne fois pour toutes et que vous le laissez de côté, votre créativité elle va pas du tout être stimulée, c'est pas possible. Donc vous n'avez pas besoin d'y passer un quart d'heure, une demi-heure tous les jours, mais chaque jour d'essayer de regarder votre book pendant 5 minutes par exemple, de voir un peu une nouvelle vidéo d'une chaîne que vous avez bien aimée sur YouTube par exemple. Et donc, il faut vraiment vous planifier 5 minutes. Ça suffit amplement. Vous pouvez même vous en servir comme pause, par exemple, le matin, entre répondre aux emails et repasser à une autre tâche. Vos 5 minutes, c'est vous regardez une vidéo YouTube d'une chaîne que vous trouvez très inspirante. Et donc, c'est cette créativité, vous allez côtoyer quotidiennement ces sources d'inspiration, ça va stimuler votre créativité. Et donc, comme je disais, c'est en ayant plusieurs idées que vous allez pouvoir en produire des nouvelles. Donc, si tous les jours, vous côtoyez de nouvelles idées, votre cerveau, naturellement, il va faire des connexions, il va faire des liens, il va faire des rapports, et vous allez de vous-même en créer. Ensuite, une fois que vous avez trouvé des sources d'inspiration que vous visitez quotidiennement, il est important aussi d'établir votre grille d'appréciation. Être créatif, c'est être sensible et c'est savoir aussi pourquoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce magazine? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette vidéo? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est la mélodie? Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est la longueur? Il faut que vous puissiez déterminer vous-même qu'est-ce qui vous plaît. Donc pour ça, comme exercice, je vous propose de créer une grille d'évaluation. Et il faut au maximum que vous utilisiez vos critères SMART, surtout le S et le M, c'est-à-dire le spécifique et le mesurable. Alors si vous ne pouvez pas faire du mesurable, parce que des fois les goûts et les couleurs c'est difficile de le définir précisément, il faut que ça soit justifiable. Donc par exemple, je vais mis des exemples, c'est le texte de texte trop court ou trop long. Donc du coup, il faut que vous puissiez dire ça me plaît parce que, par exemple, c'était une vidéo que d'1 minute, c'était très court, très rapide, c'était intense. Ou j'ai beaucoup aimé parce que le ton était très jovial, était agréable. Ou alors il y avait beaucoup de couleurs, c'était vif, c'était énergisant. Donc il faut que vous puissiez, dans vos sources d'inspiration, définir ce que vous trouvez intéressant, car cette grille d'évaluation que vous mettez en place pour vos sources d'inspiration, vous allez pouvoir vous les appliquer sur vos textes, vos emails ou même votre contenu de site internet en fait. Vous allez pouvoir dire, tiens, là moi effectivement mon contenu est intéressant parce qu'il est court ou parce qu'il est long ou parce qu'il est rythmé, etc. Donc c'est une grille qu'il faut que vous mettiez en place parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir juger, ok ça m'intéresse, mais concrètement c'est quoi ce qui fait le petit chose en plus dans cette vidéo. À propos des sources d'inspiration, il y a une astuce qui est très importante. Vous allez voir que vos sources d'inspiration vont vous stimuler et si vous devenez de plus en plus attentif à vos sources d'inspiration, vous allez vous rendre compte que vos éclairs de génie, vos déclics, des idées vont apparaître quand vous n'êtes pas forcément en train concrètement de regarder ces sources d'inspiration. Vous allez être dans le métro, voir... j'essaie de me rapprocher pour voir si c'est constant le son Hélène. Et donc, je disais, vous allez voir que votre créativité va apparaître des fois quand vous ne vous l'attendez pas. Donc moi, l'astuce, c'est ce que je fais tout le temps, c'est que j'ai un petit carnet que je garde toujours sur moi avec un petit stylo pour pouvoir, dès qu'une idée me vient, tiens, je vois quelque chose dans le métro, une pub, je vois une vitrine d'un magasin qui m'interpelle, il y a quelque chose qui est intéressant, qui me donne une idée, tout de suite le noter. Si vous ne notez pas l'idée tout de suite, vous allez la perdre, vous n'allez pas forcément vous en rappeler. C'est au moment où vous avez l'idée qu'il faut que vous l'utilisiez. Ensuite, une fois que vous avez trouvé vous avez préparé vos sources d'inspiration qui va vous stimuler, qui va vous rendre de plus en plus créatif, il faut que vous puissiez l'appliquer à votre contenu. Donc il faut que vous puissiez l'intégrer à vos écrits. Vous allez vous rendre compte que la créativité, c'est pas forcément quelque chose d'inné, mais c'est un muscle, ça se travaille, vous pouvez le développer. Et donc ça, il faut prendre l'habitude. Alors l'un des premiers points qui peut être très souvent gênant lorsqu'on veut rédiger de nouveaux contenus,
c'est qu'on se trouve heurté à la problématique de la page blanche. On ne sait pas quoi écrire, on veut écrire tout de suite bien, alors qu'en fait, il faut savoir que, voilà, par exemple, je ne sais pas, Shakespeare n'a pas posé la plume, écrit Roméo et Juliette d'un coup. C'est venu en travaillant, en écrivant, en écrivant, en écrivant. Donc, ce qui est très important, c'est de vous dédouaner de cette peur blanche. Donc, le petit exercice que je vous propose, c'est que vous preniez n'importe quel objet, quand vous voulez vous mettre à écrire, n'importe quel objet, par exemple, voilà, ce stylo, et vous le décriviez. Il fait 10 cm, il est écrit bleu, je l'ai acheté à tel magasin, il m'a coûté tant, j'en suis content, etc. Vous dites des choses vraiment platoniques, il n'y a pas besoin, aucun jugement de valeur, il faut que, voilà, c'est juste que vous vous lanciez à écrire pour écrire. Et une fois, vous allez voir que vous allez devoir passer, vous allez dépasser cette peur de la page blanche, lorsque vous allez devoir mettre véritablement à votre sujet, ça va venir plus naturellement puisque vous avez pris l'habitude d'écrire. Ensuite, une fois que vous avez dépassé la problématique de la page blanche, c'est aussi la problématique de, bah oui, j'ai du contenu, je dois écrire pour mon produit. Comment je fais pour développer du contenu, pour écrire sur cette thématique, par exemple, que j'ai choisie pour Noël, mais qu'est-ce que je peux écrire à Noël pour mon produit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, comment trouver du nouveau contenu? Là, l'exercice, c'est de vous poser la question, si votre produit ou service était un animal, lequel serait-il et pourquoi? Il serait, par exemple, je choisis un chien parce qu'il est loyal, fidèle, il est toujours là quand on a besoin de lui. Ben, mon produit, il est pareil. Il est fidèle, il est toujours, il est de qualité, donc il sera toujours à côté de moi quand j'ai besoin. Et voilà. Donc ça, c'est l'exercice qui est très important. Donc là, c'est un exercice sur lequel on parle d'un animal, mais justement après vous allez pouvoir piocher par rapport à vos sources d'inspiration. Tiens, telle vidéo que j'ai beaucoup aimé, tel texte d'article que j'ai beaucoup aimé, si il était par rapport à mon produit, comment ça serait et pourquoi? Et là, vous allez pouvoir justement, de nouvelles idées, mon produit et cette source d'inspiration, les fusionner pour créer un nouveau contenu. Et vous allez voir qu'au début, ce n'est pas vraiment évident, mais c'est avec l'habitude qu'il faut répéter, répéter. Vous allez prendre l'habitude et de pouvoir fusionner. Vous allez sentir quelles sont aussi vos sources d'inspiration qui sont les plus propices pour vous en fait. Ensuite, une fois que vous avez appris à fusionner différentes idées pour créer du nouveau contenu, il faut que vous pensiez, comme je disais, à vous entraîner. La créativité, il faut vraiment la voir comme un muscle. On peut penser que oui, c'est inné, on a le talent, on l'écrit, et bah non, moi je ne l'ai pas, c'est fichu. Non, non, c'est quelque chose qui peut vraiment se travailler, justement. Si vous avez bien stimulé avec vos sources d'inspiration la créativité, vous allez voir qu'avec l'entraînement, vous allez réussir à pouvoir créer de plus en plus de contenu. Donc l'exercice que je vous propose au niveau de ce principe, c'est de planifier dans vos tâches quotidiennes un exercice d'écriture. Vous n'avez pas besoin, 5-10 minutes suffisent, vous n'avez pas besoin de passer 3 heures à écrire. C'est surtout le fait que ça soit quotidien, que ça soit très régulier, constant. Vous pouvez, si vous ne savez pas quoi faire comme exercice d'écriture, vous pouvez très bien utiliser les 2 exercices précédents, l'exercice de la page blanche et l'exercice de la créativité. Vous faites ces petits exercices, vous pouvez vous mettre un petit minuteur, vous écrivez 10 minutes, le minuteur sonne, vous arrêtez, vous passez à autre chose. Il faut voir, c'est comme un athlète de haut niveau. L'athlète de haut niveau, c'est pas il s'entraîne une fois par mois, et puis le jour J aux Jeux Olympiques, il va courir. Non, c'est un travail constant, régulier qu'il faut faire. Là, c'est pareil. Il faut que vous travaillez régulièrement, régulièrement. Et justement, toutes ces appréhensions que vous pouvez avoir face à l'écriture, vous allez voir qu'elles vont disparaître au fur et à mesure, vous allez vous sentir plus à l'aise. Ensuite, donc là on a vu un petit peu des questions de préparation pendant l'écriture avec ces outils de créativité. Il y a l'après-écriture qui est, donc je parle de l'outil de prise de recul. Il faut que vous puissiez prendre du recul sur votre texte. Quand on écrit, on est focalisé sur l'écriture et on a du mal souvent à juger son texte. Donc là, il est vraiment très important que vous puissiez prendre du recul. Et le premier principe que je vous propose, c'est le fait de dormir sur votre texte, c'est-à-dire vous ne pouvez pas évaluer votre texte une fois que vous venez de l'écrire. Il faut prendre du recul. Donc, vous pouvez prendre une pause ou vous écrivez le matin et le réévaluer l'après-midi. Donc la règle que je vous propose aussi, qui est très importante, c'est une hygiène de travail qu'il faut que vous preniez en termes d'écriture. C'est que lorsque vous devez envoyer un email, c'est que votre texte, vous ne devez jamais l'envoyer lorsque vous venez de l'écrire le jour même. Il faut toujours que vous ayez une planification, ou si vous l'envoyez le mercredi, il faut que vous finalisiez votre texte le lundi ou le mardi.
Mais comme vous devez dormir sur votre texte, le principe que je viens de vous donner, il faut que l'écriture soit bien en amont en fait. Ça, c'est toujours très important. Vous allez vous rendre compte avec l'habitude qu'une fois que vous prenez le temps de reposer ce texte-là, quand vous allez y retourner, vous allez vous rendre compte que finalement, ah tiens, cette tournure que j'avais du mal ou cet enchaînement qui ne me plaisait pas beaucoup, ça y est, j'ai le déclic, ah, je tenais quelque chose, là j'arrange comme ça et ça avance mieux. Donc vous allez voir que vous allez prendre des habitudes au fur et à mesure et surtout si vous prenez le temps de prendre du recul. Ensuite, ce qui est très important, c'est comme quand vous écrivez, et après pour évaluer aussi, il faut que vous désacralisiez. Le texte parfait n'existe pas. Ça peut paraître un peu pas vendeur de se dire que le texte parfait n'existe pas, mais vous allez voir que finalement, avec l'expérience, au fur et à mesure que vous écrivez, vous allez prendre de plus en plus d'expérience et vos textes vont tout de suite s'améliorer. Donc là, c'est vraiment très important que quand vous écrivez, surtout au début, les premiers jets, aucun jugement. Vous écrivez, vous posez des choses, vous posez des éléments, et après, vous allez voir que ça va s'affiner. Donc, c'est très important qu'avec l'expérience, vous allez vous améliorer, il ne faut pas que vous jugiez vous-même. Donc la règle que je vous propose de mettre en place, c'est que vous ne jugez jamais tout seul votre texte. Demandez toujours l'avis de quelqu'un, de voir est-ce qu'il n'y a pas de tournure qui te choque, est-ce qu'il n'y a rien qui te... Vous allez vous rendre compte que les personnes vont très rarement vous dire « Oh mon Dieu, c'est très mauvais, je comprends rien, non, ça va pas du tout ». Vous allez voir que les personnes disent « Non, c'est bien, par contre, il y a tel endroit où ça peut être travaillé », ou vous dire « Bah non, moi je trouve ça bien ». Donc, toujours la règle là-dessus, ne jugez pas tout seul votre texte. Demandez à un collègue, un membre de votre famille, peu importe. Demandez que cette personne lise et qu'elle vous fasse un retour. Ensuite, une fois que vous avez pris cette recul, il y a un élément très important, et là vous pouvez vous rapprocher auprès des viewers pour vous demander au niveau de leur plateforme, c'est que vous utilisez les statistiques de vos campagnes. Quelles sont vos statistiques? Est-ce que votre taux d'ouverture est satisfaisant? Donc les principes qu'on a vus auparavant de objectif SMART, de se donner un objectif, les critères d'évaluation de vos sources d'inspiration comme de vos textes, il faut que vous les mettiez en face des statistiques que vous avez. Est-ce que tel ton pour telle thématique avec tel objectif a bien fonctionné? Et là, vous allez pouvoir le voir justement avec vos statistiques. Est-ce que vos taux d'ouverture sont intéressants? Est-ce que vos taux de clics sont intéressants? Si vous avez fait le lien avec votre site d'e-commerce, est-ce que ça aboutit à une vente ou pas? Donc c'est très important, donc c'est un rapport direct surtout avec les objectifs SMART, que ça soit mesuré en fait. Si vous faites des objectifs précis mesurables, c'est que vous devez les mesurer à la fin en fait. Sinon, comment vous pouvez savoir si vous avez touché votre cible, que vous avez atteint votre objectif? Donc si vous procédez à ça, vous allez mettre en place un processus continu d'amélioration de votre écriture, non seulement par l'entraînement, mais en plus vous allez pouvoir déterminer, tiens, tel contenu avec telle formulation, j'ai remarqué que ça marchait bien. Sinon, vous allez voir qu'effectivement, vous êtes dans le vague en fait. Si vous écrivez, mais comment savoir que ça marche? C'est comme quand vous dites, je vais être plus percutant auprès de mes clients. Bah, ça, c'est très important de vous dire, mais comment je le mesure, être percutant? Qu'est-ce que ça veut dire être percutant? Il faut que vous le définissiez concrètement. Être percutant, ça veut dire que je dois atteindre, par exemple, un certain taux d'ouverture de mes emails. Il faut que vous définissiez concrètement qu'est-ce que c'est percutant. Tout à l'heure, il y a, si je ne me trompe pas, Talia B qui a parlé de rendre plus sympa ses emails. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Par exemple, lorsque vous écrivez vos textes, il faut que vous pouvez les faire lire à quelqu'un d'autre. Est-ce que sympa, c'est-à-dire comment vous le définissez? Est-ce que la personne trouve ça pompeux? Il faut que vous puissiez dire justement, grâce à vos critères d'évaluation, dire concrètement est-ce que oui c'est bien ou pas. De dire plus vendeur, plus percutant c'est bien, mais concrètement comment je le mesure. Si vous n'êtes pas dans le concret, vous n'allez pas pouvoir mettre en place votre système continu d'amélioration en fait. Et donc voilà, j'ai fini pour ma partie et donc je vais laisser Loïc pour la partie graphique. Donc n'hésitez pas à la fin de notre présentation si vous avez des questions à m'en poser. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une synthèse d'une formation qu'on peut faire, donc n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Donc je laisse Loïc reprendre la suite et je vous remercie de votre écoute. C'est à moi? Oui. Ok.
Donc, je reprends la main, donc je vais juste récapituler quelques principes de présentation, parce qu'une fois qu'on a le contenu idéal, c'est dommage de le gâcher avec une erreur de présentation. Donc j'en parle souvent pendant les webinaires, mais on va juste revoir quelques points très rapidement. Donc déjà, vérifiez que l'internaute puisse consulter votre message dans tous les cas. Souvent, on voit le message sans aucun lien de secours, sans rien du tout. Donc mettez absolument un lien de secours, une phrase, si cet email ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. Il y a une autre alternative, vous pouvez aussi faire un petit résumé pour que l'internaute voit tout de suite de quoi le mail parle, même s'il ne voit pas les images. Donc ça peut, voilà, vous pouvez réfléchir à ça et présenter à l'internaute ce qu'il va trouver dans votre email. C'est une bonne alternative à un lien de secours. Sinon, en point 2, donc, je rappelle l'importance du call to action pour pousser à l'action immédiate. Donc, j'en parle sur le webinaire pour les formulaires. Donc l'idée, c'est, voilà, vous avez des clés pour le bon contenu pour votre produit. Si vous n'expliquez pas clairement pourquoi l'internaute doit passer à l'étape suivante, il n'y a pas de raison qu'il y aille. Donc faites bien ressortir le bouton d'action avec une couleur de fond ou de texte différente dans votre message. Idéalement, le premier bouton doit être placé sur le premier tiers de la page. On appelle ça la ligne de flottaison de l'email. Voilà, il faut que tout le monde puisse la voir sans avoir à bouger l'ascenseur, voilà, sans avoir à scroller la page. Enfin, au niveau de la landing page, c'est la page d'arrivée. Donc, une fois qu'on a cliqué dans le mail. Donc, je fais aussi régulièrement un webinaire là-dessus, mais je vous récapitule juste les grandes lignes. En général, il y a un formulaire sur la page d'arrivée, donc il doit être concis. Les champs doivent être classés du moins engageant au plus engageant. C'est moins engageant de rentrer le nom de la société que son numéro de téléphone, par exemple. Et tout doit être fait pour faciliter le remplissage. Donc ça passe par le pré-remplissage des champs ou l'utilisation de listes déroulantes pour qu'ils aient le moins de choses possibles à taper. Et enfin, donc, vérifier que le message est bien adapté à tous les terminaux. Donc l'idéal, c'est qu'il soit responsive. On a statistiquement un tiers des emails qui sont ouverts sur les tablettes ou sur les mobiles. Donc c'est dommage que l'internaute quitte la landing page parce qu'il n'arrive pas à remplir le formulaire ou à l'afficher convenablement. Donc sur notre plateforme, on a un éditeur responsive qui permet de faire des messages responsives assez facilement et qui s'affiche sur tous les clients messagerie. Donc je vois qu'il y a une question. Les mots à éviter dans l'objet d'un email en B2B, c'est... Il n'y a plus vraiment de spam word comme il y a quelques années. C'est juste des règles de bon sens pour éviter les mots comme tout ce qui est spammé, quoi. Tout ce qui est spammé, Viagra, pharmacie, Visa. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de règles. Les mots qui marchent, alors l'idée d'un bon objet, c'est un objet qui suscite l'intérêt, mais qui ne ment pas. Voilà. Ne faites pas des objets du style votre demande de devis ou demande de renseignement et avec une pub à l'intérieur. Donc restez vague, assez vague pour que la personne ouvre le message, susciter l'intérêt, ne pas trop en dire. Et l'idéal, c'est de tester en fait, tester différents objets pour voir ce qui marche le mieux. Donc voilà pour la partie présentation. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger le document ou laisser une note, comme c'était le premier webinaire sur la partie contenu, ça nous permettra de nous améliorer par la suite. Donc c'était un webinaire qui présentait un peu les formations qu'on fait autour du contenu. Donc on propose des formations d'une demi-journée ou d'une journée pour vous améliorer au niveau de la création de contenu, pour vendre vos produits, ou pour promouvoir vos produits. Donc c'est des formations qui peuvent être prises en charge. Et voilà, c'est Aristide Martin qui est le formateur dédié à ça chez Ediware. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va rester un peu là dans la salle de chat pour voir s'il y a des questions. Sinon, vous pouvez nous contacter. Donc, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, qui permet d'avoir la personne qui s'occupe de la partie formation ou l'adresse email formation@ediware.net. Un mail égale un message, oui. En général, ça dépend. Si c'est une newsletter, vous pouvez aborder plusieurs sujets dans un seul message, plusieurs thématiques dans un seul message.
Par contre, si c'est un mail de prospection, il vaut mieux rester sur une seule thématique, une seule offre, un seul produit. Sauf éventuellement site e-commerce où vous pouvez mettre en avant plusieurs articles, mais en fin de compte, on va rester dans la même thématique. Faites-vous ces formations par Skype ou autre? Oui, alors en général, c'est en présentiel, tout simplement parce que la plupart du temps, c'est la seule manière que ce soit pris en charge par votre OPCA, par votre organisme de formation. Par contre, oui, on peut tout à fait envisager une version en e-learning, en fait, avec voilà, du partage d'écran et voilà, de la formation individualisée. Donc n'hésitez pas à contacter Aristide pour ça. Une longueur maximum conseillée pour l'objet, c'est juste du bon sens. Il faut juste prendre en compte que sur certains clients messagerie, il y aura juste une partie de l'objet qui sera visible. Donc il faut quand même que le début soit intelligible. Sinon, techniquement, la limite, elle est voilà, aux alentours de 255 caractères. Par contre, c'est beaucoup trop, quoi. Enfin, on va rarement jusque-là. Mais bon, faut pas hésiter, faut tester, faut pas hésiter à mettre une phrase complète, hein, quand même. Voilà, faut pas faire non plus d'objets trop courts. En termes de stats, alors je fais un webinaire sur l'analyse des statistiques qu'on va refaire prochainement, où je donne vraiment tout. Sinon, vous pouvez le voir en replay ou sur voilà, ou sur nos sites, vous pouvez y accéder, enfin accéder au contenu. En termes de stats, une fourchette, ça va être 30% pour de la fidélisation et à peu près 10 à 20% en prospection, en acquisition. Alors, il faut aller vers la fourchette basse quand on est en B2C et vers la fourchette haute quand on est en B2B. Voilà, tout simplement parce que les particuliers sont beaucoup plus sollicités. Donc 10% pour de l'acquisition en B2C, c'est pas mal. En B2B, on va viser 15-20. Et en fidélisation, il n'y a pas de limite, hein, on va viser 30%. Maintenant, on voit des campagnes à 50-60% quand on est vraiment sur de la communication vers des clients. Les points d'interrogation et d'exclamation dans l'objet diminuent la délivrabilité. Je ne pense pas, non. Enfin, on fait des tests régulièrement là-dessus. A priori, non. Par contre, tout en majuscule, oui. Tout en majuscule, faut éviter. Voilà, comme dit Adeline, n'hésitez pas à télécharger le document, noter, laisser un commentaire ou nous contacter, voilà, si vous êtes intéressé par le principe d'une formation. Alors, par défaut, on vend une formation en présentiel qui est en demi-journée ou en journée. Vous pouvez nous contacter pour avoir le programme exact. Après, je sais qu'Aristide fait des formations à distance, donc ça ne doit pas poser de problème. C'est juste qu'on ne l'a pas fait au sein d'Ediware encore. La longueur idéale d'un mailing, il n'y en a pas. En fait, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Plus on est sur la fidélisation, plus on peut se permettre de faire quelque chose de long. Voilà, une newsletter, ça peut être très long, ça peut aborder pas mal de thèmes. Si on est sur de la prospection, essayez quand même d'être un minimum concis. Pas faire 3 pages de contenu, sachant que l'intérêt premier d'un emailing, c'est que les gens passent à la suite, cliquent dans l'emailing pour aller sur la page d'arrivée, qui peut être une page de vente, qui peut être une page de prise de contact. Le fait que la personne clique, ça va permettre de la détecter comme quelqu'un de potentiellement intéressé. Donc, c'est pas forcément la meilleure stratégie de mettre l'ensemble des informations directement sur le message. Ça peut être une bonne stratégie d'en mettre un bout et de détecter quelles personnes vont aller voir le reste du contenu sur la page d'arrivée. Ça permet de les relancer différemment par la suite, éventuellement en fonction de sur quel lien ils ont cliqué. Donc ça, c'est applicable à tout, hein. Si on présente un produit, on n'est pas obligé de tout mettre. On peut mettre des appels à l'action pour voir la suite, pour voir les spécifications, pour voir le prix. Si on est sur une newsletter et qu'on met des articles de son blog, on n'est pas obligé de mettre les articles en entier. On peut mettre l'extrait et mettre un bouton lire la suite. Voilà, c'est applicable de façon universelle.
Pendant combien de temps faut-il relancer une newsletter selon vous? Pas avant 48 heures, 72 heures, parce que voilà, tout le monde n'ouvre pas son mail tout de suite. Et par contre, au-delà d'une semaine, les gens ont oublié. Donc, voilà, je pense que de quelques jours à une semaine, c'est pas mal. Au niveau de l'horaire d'envoi, en B2C, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En B2B, c'est aux heures de bureau. En B2C, ça dépend un peu de la cible. Si on est sur une cible un peu CSP+, qu'on va toucher pendant les horaires de bureau, ça peut être intéressant de les envoyer pendant les horaires de bureau. Sinon, il n'y a pas de règle. Par contre, n'envoyez pas la nuit, je vous conseille. C'est, voilà, si vous envoyez la nuit ou avant 7 heures du matin, en gros, quand la personne va ouvrir sa boîte de messagerie, vous ne serez pas tout seul. Il y aura pas mal de monde. À un moment, en B2C, ça marchait pas mal, enfin, pour les VP6, pour la vente en ligne, ça marchait pas mal le week-end. Mais comme tout le monde fait ça, en fait, on se rend compte qu'il y a aussi des bons résultats la semaine. Donc je pense qu'il faut aussi faire des tests et puis changer un peu ses horaires d'envoi pour voir s'il y a un changement pour votre activité. Au niveau texte-image, non, moi je préconise pas vraiment un ratio texte-image. On voit de plus en plus de mails au format 100% image. En B2B, c'est pas mal d'avoir les deux, enfin, de faire un ratio 50% texte, 50% image, tout simplement parce qu'il y a des anti-spams qui le prennent encore en compte. Par contre, en B2C, enfin, sur les emails de FAI, enfin, de fournisseurs d'accès grand public, ils sont quasiment plus que sur des notes de réputation, des adresses IP, sur la prise en compte des plaintes utilisateurs. Donc le mode de conception, enfin du découpage du HTML n'importe plus vraiment, quoi. Donc voilà, on reçoit de plus en plus de mails 100% images en B2C, en tout cas, ça, on le voit clairement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, moi, je reste dans la salle encore quelques minutes si besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je voulais juste vous donner la date du prochain webinaire que je fais. C'est sur les indispensables de la prospection par email. C'est le 28 juin. C'est le 28 juin. Donc on va parler des techniques pour mettre en place une opération de prospection par email. Voilà, pour essayer de se démarquer des autres, de se démarquer de toutes les autres publicités qu'il reçoit. Et voilà, j'aborderai les différentes règles indispensables à appliquer pour mener à bien vos campagnes, pour réussir vos campagnes. Donc là, on aura des conseils vraiment spécifiques à la prospection, un petit peu sur la partie rédactionnelle, sur la mise en page, et voilà, chose que j'ai pas faite jusqu'à présent dans les webinaires, sur la constitution de la liste de contacts. Ce sera appliqué aux deux. Par contre, il y aura des choses spécifiques au B2B. Enfin, on distinguera B2B, B2C. Au niveau de la constitution des listes de contacts, comme la législation n'est pas la même en B2B et en B2C, on ne peut pas faire la même chose dans les deux cas. Sur le B2C, on est sur le principe de l'opt-in, du consentement préalable de l'internaute pour recevoir vos mails, alors qu'en B2B, légalement, on peut contacter quelqu'un dans le cadre de son activité professionnelle sans avoir son consentement préalable, à condition qu'il y ait bien un lien de désinscription dans le mail et que les demandes de désinscription soient prises en compte. Donc on peut se permettre de faire de la prospection sur des listes constituées, éventuellement à la main. Ou via d'autres techniques. Donc je vous expliquerai ça pendant le webinaire. Donc merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à bientôt.